Alors, salut à tous. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si ça fonctionne bien, si au niveau de la cam, du son, c'est OK? Yes. Alors, petite info, vous pouvez cliquer sur tous les conférenciers et les participants pour que je ne sois pas le seul à avoir vos questions tout au long de la soirée. Donc, il suffit d'aller dans votre petit chat et de cliquer sur tous les conférenciers et les participants. Et comme ça, on sera bon. Salut tout le monde. On va commencer dans 2 minutes. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Alors, dites-moi d'où vous écoutez ce live. Dites-moi dans le chat, en Marseille, Paris, Lille, Montpellier, ouais, ça va vite. Québec, Lyon, Ottawa, excellent. Angoulême, Bordeaux, Paris, Bordeaux, Toulon, Toulouse, Strasbourg, Rouen, Lyon, ok. Ok. Bon, on va commencer. Donc, aujourd'hui, vous êtes pas mal nombreux à assister pour la première fois à une de mes conférences, un de mes webinaires. Donc, je vais me présenter parce que vous ne me connaissez pas tous. Pour info, tous les lundis soirs, je fais un live de ce genre avec les membres de mes formations. L'idée ce soir, c'était de partager ça en dehors du groupe pour faire un point sur un truc que je maîtrise un petit peu mieux que les autres trucs, on va dire, et qui va permettre de répondre aux questions que je reçois régulièrement, à savoir comment on se lance dans le journalisme et dans la photo de presse. Donc, on va voir ça ensemble. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de bien cliquer sur tous les conférenciers et les participants pour que je puisse voir les réponses, les questions, quand vous envoyez des questions dans le chat. Enfin, quand vous êtes dans l'onglet « Converser ». Alors, le but de ce live, le but de ce cours qui va durer à peu près 1 heure, on verra peut-être un peu plus en fonction des questions que vous aurez. Le but du jeu, c'est de faire une introduction à un cours beaucoup plus complet sur le photojournalisme que j'ai préparé, dont je vais vous parler en deuxième partie de cet atelier. Je vais donc faire un sommaire de cet atelier-là. Okay, donc, pour ceux qui sont dans le club des stratèges déjà, vous aurez accès juste après. Je vous proposerai ensuite de le rejoindre. Donc, l'idée, c'est de faire une introduction à ça. Et l'idée, c'est aussi de profiter de ce moment et de cet enregistrement aussi, parce que là, on est enregistré ce soir, pour répondre aux questions que je reçois assez souvent, à la fois sur mon parcours et sur le fait de se lancer dans le reportage, de pouvoir vivre du photojournalisme. L'idée aussi, ce sera de vous présenter le collectif DR, parce que j'ai pas mal de questions sur ça, dernièrement notamment. Donc voilà, l'idée c'est ça pour la soirée. Et à la fin, il y aura bien entendu un moment pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à ce moment-là à les poser. Je pourrais pas revenir sur... je pourrais pas forcément répondre tout de suite quand vous les posez, donc comme vous êtes assez nombreux, donc on y répondra surtout à la fin. Si un truc qui n'est pas clair, de toute façon, je m'arrêterai en fonction au fil du cours pour pouvoir mettre ça au clair. Ok, let's go. Alors, je vais prendre mes notes. Donc, voici le plan de la soirée. Petite introduction, une petite présentation. Ensuite, on parlera de comment on se lance dans le photoreportage, les problèmes à surmonter, l'atelier dont je vous parlais, et je vous parlerai un petit peu du club des stratèges. C'est aussi le but de vous expliquer un peu en quoi ça consiste, pour vous expliquer tout ça. Alors déjà, qui suis-je? Parce que vous êtes plusieurs à découvrir cet atelier. D'ailleurs, vous êtes beaucoup arrivés via une campagne sur Facebook.
d'ailleurs. Donc, je vais me présenter, ça sera quand même pas mal. Donc, je m'appelle Fred, je suis photographe de presse depuis maintenant une dizaine d'années. J'ai collaboré avec pas mal de journaux, beaucoup de la presse française, beaucoup de la presse francophone, un petit peu la presse internationale. Je suis spécialisé dans deux thématiques principales, à savoir la défense, la sécurité, tout ce qui est l'univers de l'armée, des forces de police, gendarmerie, etc. Et en même temps, sur tout ce qui touche au sport extrême, le base jump, le funambusme sur sangle, ça a été beaucoup de mes reportages. Et c'est ça qui a fait que j'ai eu pas mal de publications et j'ai pu petit à petit obtenir ma carte de presse, me lancer là-dedans. Et puis, un jour, fonder un collectif, le collectif DR, cofonder le collectif DR avec mon ami Vincent Wartner, qui nous rejoindra peut-être tout à l'heure dans la conférence. Donc voilà, pour parler du collectif, parler de qui on est. Aujourd'hui, le collectif DR, c'est plus de 75 photographes qui sont basés un peu partout en France, quelques-uns dans le monde, avec effectivement, comme dit Olivier, un beau collectif, une belle production. Et dernièrement, pour finir la petite présentation, j'ai lancé un truc qui s'appelle Défense Zone, qui est un magazine papier. Donc on est au numéro 5, ça c'est le numéro 5, ça fait 1 an qu'on existe. Et donc j'ai monté une petite rédaction. On est aujourd'hui 5 personnes à bosser dessus, donc des pigistes, des gens qui sont notamment payés en salaire carte de presse. Donc voilà, on fait les choses dans les règles de l'art. D'ailleurs, on cherche des reportages, on est toujours en recherche de reportages, d'idées, de propositions de sujets. Donc, si ça vous intéresse de collaborer avec nous, vous m'envoyez un petit mail à la fin en proposant vos idées et on regardera ça avec intérêt. Donc voilà on va dire les trois branches importantes. Donc je continue à bosser pour la presse en tant que photographe, en tant que journaliste aussi, puisque j'écris mes textes et je manage en quelque sorte ce collectif qui est une agence de presse au final, puisque je vous expliquerai comment ça marche le collectif DR plus tard dans la soirée, mais en gros c'est un peu le meilleur des deux mondes entre la structure d'un collectif, comme vous pouvez l'avoir dans des structures comme Divergence, Ansoukas, des structures associatives, mais aussi le meilleur d'une agence dans le sens où on a une structure bien précise, bien définie, avec pas forcément 50 décisionnaires pour pouvoir avancer rapidement, être agile, ce qu'il faut être aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Et en même temps, les photographes du collectif DR touchent 100% de leur vente. On ne prend pas de commission comme le ferait une agence de presse. Donc c'est beaucoup plus juste, beaucoup plus honnête pour les photographes qui bossent avec nous. Et c'est une façon pour nous aussi de trouver des talents, leur proposer de faire des reportages pour le magazine Défense Zone, partir en reportage à l'étranger, comme ça a été le cas dernièrement avec justement 2 de nos photographes. Voilà, c'est un truc qu'on essaie de mettre en place et qui marche plutôt pas mal. Avant de faire tout ça, pour donc ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait une licence d'histoire géo. Ensuite, j'ai suivi un master de journalisme à Sciences Po, à Toulouse. Et aujourd'hui, je donne des cours dans cette école d'ailleurs, des cours de photojournalisme, puisqu'il n'y avait pas vraiment de cours de photo à ce moment-là. Au moment de mes études, j'ai commencé à travailler comme correspondant local de presse. Donc, j'ai travaillé pour la Dépêche du Midi, pour ceux qui connaissent. Et c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a permis d'apprendre ce que c'est le métier de journaliste. La presse quotidienne régionale, c'est quand même une super école, une super formation pour ça. Et assez rapidement, j'ai commencé à piger, donc à faire des piges photos pour des agences de presse, notamment Abaca et Best Image, qui sont des agences qui font principalement du news, du people, du politique, du sport. Ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'après, j'ai commencé à bosser pour les magazines en direct. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour VSD, au moment où c'était encore un journal qui payait. Aujourd'hui, c'est un journal qui n'existe plus vraiment, c'est un peu dommage. J'ai pigé aussi plusieurs fois pour Paris Match sur des reportages, notamment en Guyane, puis sur des sports extrêmes aussi, pour le Figaro, Le Monde, etc. J'ai fait partie pendant 6 ans de la structure Ansoukas, que vous connaissez peut-être, une structure qui a plusieurs centaines de photographes un peu partout dans le monde. Donc, je suis rentré en 2015. J'ai quitté la structure l'année dernière pour rentrer dans ma propre structure en quelque sorte, dans le collectif DR, donc, que j'ai créé en 2019, dans lequel on a plus ou moins les mêmes outils de diffusion que chez Ansoukas, avec un système qui est légèrement différent, puisque nous, on est beaucoup plus axé sur la formation.
Voilà, c'est un choix, c'est des optiques, enfin, c'est des visions différentes. Euh, et je regrette pas du tout mon passage en tout cas parce que ça a été très instructif, ça a été très cool. J'ai rencontré des gens super sympas, et notamment Wilfried qui est même devenu un ami et qui est un excellent à la fois photographe et directeur de structure. J'ai créé donc le média Défense Zone début 2021. Là, on vient de souffler notre première bougie. Et je donne des formations, essentiellement des formations en ligne, mais aussi des formations en présentiel, notamment à Sciences Po Toulouse, mais aussi dans différentes universités. Ça a été le cas notamment à Carcassonne, avec un diplôme universitaire qui dépendait de l'université de Perpignan. Voilà, ça a été aussi pendant quelques années une partie de mon activité. Voilà pour les petites présentations. Je pense que c'est important. Il y a certains qui ne me connaissaient pas, donc c'était important de faire le point à ce niveau-là. Maintenant, parlons de ce pourquoi vous êtes venu ce soir, à savoir comment on fait concrètement quand on n'y connaît pas grand-chose à l'univers du photojournalisme, à l'univers de la presse, et comment ça se passe concrètement dans les coulisses, parce qu'on a toujours, on a forcément une image qui est un peu, qui sera pas forcément très complète, qui sera forcément biaisée, parce que comme tous les métiers, comme tous les secteurs d'activité, il y a des choses qu'on voit qu'en coulisses. Donc ça va être l'occasion de le voir aujourd'hui. Déjà, parlons tout d'abord. Là, est-ce que vous voyez bien, parce que des fois c'est un petit peu petit, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si ça fonctionne bien, si vous voyez bien? Ouais, nickel, ok, super. Parfait. L'état du marché de la presse, du photojournalisme. Le photojournalisme n'est pas en crise, ok, comme on aime bien l'entendre régulièrement, notamment lors de Visa pour l'image, qui est un des plus gros festivals de photojournalisme dans le monde, qui est un événement incontournable pour les photographes de presse. Souvent, il y a un article de presse en amont de ce festival qui dit est-ce que le photojournalisme est mort ou pas. C'est un peu la rengaine. Non, le photojournalisme n'est pas mort parce qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'images en circulation, il n'y a jamais eu autant de facilité à créer des photos, à créer des reportages de qualité, parce qu'il y a un niveau qui s'est considérablement relevé à travers les écoles, les formations, mais aussi les gens qui sont plus mobiles, qui sont plus capables de se former à des sujets complexes. Et aussi le matos photo qui a pris un clic aussi au-dessus, où c'est beaucoup plus simple de produire des reportages avec dans des conditions de lumière un peu compliquées, ou avec des sujets qui bougent vite, etc. Donc, il y a eu un gros niveau en termes de matos qui permet aussi de faire, même si le matos ne fera jamais la bonne photo, vous en doutez bien, mais il y a quand même beaucoup plus de facilité à bosser aujourd'hui grâce à ce matos. Le truc qui ne fonctionne pas, le truc qui crée cette tension en quelque sorte, c'est le fait que beaucoup de gens ne croient plus en ce métier. Je pense que si vous avez vu les pubs que j'ai envoyées sur Facebook pour faire la promotion de ce cours et les commentaires hautement qualitatifs de certains, c'est un peu un sarcasme, sur ces thématiques-là, vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont très désabusés parce que en fait, le modèle économique de la presse et du photojournalisme, lui, est clairement en crise depuis des années, depuis des dizaines d'années, et ça ne va pas en s'arrangeant parce que c'est très compliqué de bouger tout un écosystème et de faire changer de business model des structures qui continuent, mine de rien, à gagner de l'argent. Parce que même si les photoreporters, les photographes et même les journalistes pigistes, les journalistes indépendants, certes, gagnent moins bien leur vie qu'avant, parce qu'avant, il y avait plus d'argent dans les journaux, eux, continuent quand même à gagner de l'argent. Vous regardez les grands titres qui appartiennent d'ailleurs la plupart du temps à des milliardaires ou à des gens des gros industriels. Je pense par exemple à Dassault qui possède le Figaro, Bernard Arnault, LVMH qui possède les journaux comme Les Échos, des choses comme ça, ou le Parisien. Vous voyez bien qu'il y a encore de l'argent qui se fait, il y a beaucoup de valeur qui est créée, mais cette valeur est moins distribuée vers les gens qui créent l'information parce que on a plus facilement accès, quand on bosse dans ces journaux, à des banques d'images, à des photos libres de droit, même si le libre de droit en France n'existe pas réellement. En tout cas, c'est une vraie problématique. Bref, en gros, il y a moins d'argent qui ruisselle vers les photographes, vers les photoreporters, mais il y en a quand même encore un peu, puisque c'est quand même possible de vivre de ce métier. Certes, en faisant peut-être des activités à côté
ou en étant ultra spécialisé dans un domaine, mais il y a encore pas mal d'opportunités à avoir dans ce métier-là. Il y a 5 idées reçues sur le métier de photographe de presse. Ces 5 idées reçues, c'est que tout d'abord, le photojournalisme, c'est forcément que du reportage de guerre. Et ça, c'est complètement faux. Le photojournalisme, à 95%, sinon à 98%, c'est pas de la guerre, c'est pas les sujets qu'on voit passer à Visa pour l'image, essentiellement, à savoir la crise des migrants, la misère, la destruction, etc. C'est pas que ça, c'est aussi le quotidien. C'est ce que vous allez voir dans des journaux comme la Dépêche du Midi, justement, la presse quotidienne régionale, la Provence, le Parisien, etc. Ce qui remplit ces journaux, c'est des portraits, c'est la politique, c'est le sport, c'est aussi le people, c'est plein de thématiques, la culture, la religion, des choses qui sont à des années-lumière de la guerre, du reportage de guerre. Mais le reportage de guerre fait partie des choses les plus... Enfin, c'est un peu l'objet brillant du journalisme, c'est là où les gens ont envie de se diriger parce que c'est quelque chose qui fait rêver, qui inspire pas mal de gens. Il y a une sorte de fascination pour les théâtres de guerre, pour les zones de guerre, pour même les films de guerre. C'est des trucs qui marchent très bien sur les Netflix, au cinéma, etc. Bref, mais ce n'est pas la réalité, quoi. C'est une idée reçue que de dire que le photojournalisme, c'est forcément le reportage de guerre ou le grand reportage à l'étranger sur les zones compliquées. Euh, et c'est la même chose avec les reportages sur tout ce qui est crise humanitaire. C'est pas forcément que ça, au final. D'ailleurs, petit aparté par rapport à ça, le reportage de guerre, c'est peut-être le truc le moins rentable au monde en termes de photojournalisme, parce que ça coûte extrêmement cher. Si vous voulez partir sur des zones comme par exemple la Syrie, l'Irak ou n'importe quelle zone en guerre, il faut payer un fixeur, c'est-à-dire payer quelqu'un qui va vous servir de garde du corps un petit peu, d'ange gardien, de chauffeur, de traducteur, d'arrangeurs, de personnes qui vont vous trouver les contacts. Et ces personnes-là, vu qu'il y a une forte demande des médias à aller sur ces zones-là, ben, ces gens, ils demandent de plus en plus cher, ils demandent des centaines d'euros par jour ou centaines de dollars par jour pour pouvoir bosser avec vous. Et donc, du coup, c'est extrêmement cher à produire. Et mine de rien, les journaux ne sont pas prêts à payer plus que des dizaines, enfin, plus que des milliers d'euros pour acheter un reportage. Et encore, ça, c'est quand vous débrouillez bien, que vous avez vraiment les photos qu'il faut. Mais ce n'est pas forcément le truc le plus simple à produire. L'autre idée reçue sur le métier, c'est qu'il faut avoir un nom pour réussir dans ce métier ou faire partie d'une grande agence pour publier. Il faudrait, selon certains, être tel ou tel photographe, tel ou tel membre de telle ou telle agence prestigieuse comme Magnum, ce genre de truc, pour gagner sa vie, pour vivre du photojournalisme. C'est complètement faux. Il y a beaucoup de photographes qui ont un nom, qui ont eu des prix très prestigieux et au final qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Malheureusement, c'est un gros problème. D'ailleurs, c'est souvent des gens qui ont connu une période un petit peu faste, un petit peu où c'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui pour eux, parce qu'il fallait moins de compétences, il fallait moins de connaissances, il y avait moins de concurrence. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup par rapport à avant. Donc forcément, c'est plus compliqué et il y a une partie des gens qui n'ont pas réussi en fait, à faire la transition. Et bien souvent, c'est eux qui ont ces idées reçues ou qui vont un peu contribuer au mal-être ambiant, on va dire. Et c'est un peu dommage. Mais voilà, ce n'est pas forcément nécessaire. Aujourd'hui, il y a des gens qui débarquent, qui vont faire un premier reportage et qui vont réussir à le vendre. Voilà, il y a aussi une part de chance qui est importante dans ce métier. Et heureusement, c'est un métier qui est plein d'opportunités pour des gens qui sont motivés, quoi. L'autre idée reçue, c'est qu'il faut juste faire des photos. Ça marchait avant, quand la photographie, à l'ère de la photographie argentique, même si la photographie argentique existe encore, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, 98% des photographes bossent au numérique, pas à l'argentique. Et quand bien même ils font forcément souvent faire des photos au numérique en plus de l'argentique. Avant, effectivement, savoir faire ça, c'était largement suffisant parce qu'il y avait beaucoup plus de moyens. On pouvait envoyer un rédacteur, on pouvait gérer les frais du photographe, on pouvait gérer sa logistique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Si vous voulez vous lancer, il faut être capable d'écrire un minimum, ne serait-ce que pour faire vos légendes photos,
pour faire un petit texte qui accompagnera vos photos pour ensuite le vendre. Il faut avoir des compétences, acquérir des compétences de commercial pour être capable de converser avec vos futurs acheteurs, vos prospects, pour ensuite leur proposer vos sujets. Il faut être capable de faire le tour des rédactions, aller régulièrement à Paris pour aller voir les rédactions en présentiel, taper à la porte des gens et proposer vos sujets. Notre idée reçue, la quatrième, c'est que c'est un métier précaire et sous-payé, ce que je disais tout à l'heure. Or, c'est complètement faux. C'est pas du tout un métier précaire dans le sens où il y a des gens qui gagnent bien leur vie, que sur certaines missions, certaines piges, c'est assez bien payé au final, parce que après, c'est comme tous les métiers passion au final. Au final, comme dans tous les métiers passion, il y a forcément beaucoup de gens qui ont envie de le faire. Il y a le choix pour les gens qui sont potentiellement en mesure de vous payer, mais ça reste, comment dire, j'ai perdu le fil. Ça reste quand même correct dans pas mal de rédactions et ça permet il y a quand même des opportunités qui existent. Et enfin, dernière idée reçue, c'est qu'il faudrait forcément faire une école photo ou une école de journalisme reconnue par la profession. Souvent, on nous dit ça. Et au final, c'est complètement faux. Moi, personnellement, je n'ai pas fait d'école photo. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas photographe. Okay, je connais des gens qui ont fait des écoles photo et qui n'arrivent pas à vendre de reportages à la presse parce que soit ils n'ont pas été formés correctement à ça, soit ils n'ont pas envie de le faire, soit ils ne sont pas forcément, ils n'ont pas les compétences pour le faire correctement. On ne peut pas acquérir ces connaissances de la même façon qu'on ne les acquérera pas. On ne peut pas les acquérir dans une conférence en ligne d'une heure, ce qui semble logique au final. Mais on ne peut pas les acquérir même pendant plusieurs années en école photo. Il faut aller sur le terrain forcément. Et il faut aller chercher des informations et des formations dans d'autres univers. Moi, j'ai beaucoup appris en me formant à l'entrepreneuriat, au marketing en ligne, au blogging, aux réseaux sociaux. C'est ça qui m'a permis de mieux comprendre mon métier de journaliste et d'être plus efficace, notamment dans la séquence de choix des sujets et de vente des reportages. Alors, comment se lancer maintenant qu'on sait tout ça? Comment se lancer en 2022 en 5 étapes? J'essaie d'être didactique. Bien entendu, on va forcément être assez superficiel parce qu'on ne peut pas être trop en détail, mais concrètement, déjà, il faut se former à la photo et se former au journalisme. On ne peut pas se former que à l'un ou que à l'autre. Il est important de suivre une formation de journalisme et d'acquérir des bases en photographie. Un photojournaliste, un bon photojournaliste, quelqu'un qui vit de sa passion pour ça, doit acquérir des bases techniques. C'est élémentaire. Maintenant, c'est quelque chose qui s'acquiert assez facilement. Apprendre la photo, c'est pas compliqué. Apprendre la photo, c'est pas compliqué. Il y a des dizaines de bouquins qui existent sur la thématique. Il y a plein de cours en ligne, il y a plein d'articles de blog, de tutos sur YouTube. Apprendre la photo, c'est pas compliqué. Apprendre à gérer l'ouverture, le diaphragme, l'ouverture de son appareil photo, gérer son capteur, les ISO et la vitesse d'obturation, c'est pas compliqué. Ça prend en 10 minutes. Maintenant, aller faire des images sur le terrain, ça prend du temps. De la même façon, se former au journalisme, c'est pas si compliqué non plus. Il y a des écoles qui forment très bien. Il y a des livres qu'il faut lire, le manuel du journalisme. Il y a pas mal de livres comme ça de sociologie du journalisme qui sont intéressants. Et ce que je vous disais au tout début, le fait de piger ou d'être correspondant de presse pour des journaux comme de la presse quotidienne régionale, donc Ouest France, Le Parisien, etc., des gens qui recrutent régulièrement, qui payent très peu, mais qui donnent pas mal de liberté, pas mal d'opportunités et beaucoup de réseaux d'ailleurs dans les sujets, dans le process de création des sujets, ça permet de bien se former. Est-ce que je peux donner quelques liens de bonnes formations en ligne ou tutos? Sur la partie photo, regardez tout ce que font des gens comme Laurent Briat, qui ont vachement vulgarisé le fait photo pour la photographie pour les amateurs. Vous avez un formateur qui est très bon, qui s'appelle Nicolas Cross, qui écrit beaucoup de bouquins sur cette thématique-là, qui est un très bon formateur pour les gens qui débutent.
Après, il faut chercher sur YouTube euh, et, euh, et trouver ses propres tutos, quoi. Étape 2, s'équiper un minimum. Même si aujourd'hui, on a tous dans la poche un truc qui est plus efficace que les appareils argentiques de l'époque, même si ça ne sera jamais le même rendu, on est d'accord. Mais en termes de technique, il y a quand même, en termes de technologie, aujourd'hui, c'est pas très cher de s'équiper. Vous pouvez acheter des réflexes d'entrée de gamme et d'occasion pour quelques centaines d'euros. Ça reste quand même un investissement qui n'est pas énorme parce qu'au final, ça reste votre outil de travail. C'est comme un peu, c'est comme un chauffeur qui se paye une voiture, bah forcément, ou un camion, bah c'est un gros, c'est c'est un gros investissement, mais au final, quand on est photographe, on n'a pas ces gros investissements. Ça reste du matos qui reste abordable. Et puis, vous pouvez le louer, vous pouvez l'emprunter, euh, et vous pouvez commencer par du matos abordable. Justement, pas aller euh, comme dit Clem, sur un Z9 avec un 50 mm, 50 mm 1.2. L'idée, c'est pas d'aller direct sur du gros matos. D'ailleurs, c'est un peu l'erreur que font pas mal de photographes quand ils se lancent dans une optique professionnelle. Ils se disent qu'il faut forcément être suréquipé, avoir le dernier matos à la mode pour être efficace. En fait, non, le matos ne fait pas la bonne photo, mais il y a un minimum à obtenir, il y a un minimum à avoir, quoi. Un minimum c'est 2 boîtiers, parce que quand on part en reportage, il faut toujours être prêt à casser ou à se faire piquer ou à perdre du matériel. Donc, 2 boîtiers pour être efficace, avec de quoi faire des images en fonction de son sujet. Donc, bien souvent, c'est bien d'avoir des zooms, même si les focales fixes, c'est bien, mais le zoom en photojournalisme et en news, pour commencer, c'est quand même pas mal pour être efficace. Et se tenir au courant de l'actualité du matos, même si alors là, je vous le dis tout de suite, c'est pas ma spécialité, c'est pas mon truc. Moi, j'utilise le même boîtier depuis maintenant au moins 2 ans, peut-être même 3. Donc voilà, c'est pas forcément mon truc, mais j'ai un minimum, j'ai mes 2 boîtiers en reportage avec au moins 2 zooms, des optiques fixes et c'est parti, quoi. L'étape 3, c'est que c'est mieux de se spécialiser dans une thématique en particulier. Moi, je me suis spécialisé dans la défense, la sécurité, les sports extrêmes, l'aventure. Je vous conseille de vous spécialiser dans une thématique dans laquelle il y a des publications régulières. Ça peut être l'univers médical, l'univers économique, par exemple sur tout ce qui va être patrimoine ou l'immobilier, voilà, ce genre de choses. C'est bien d'avoir une thématique parce que comme ça, vous devenez un véritable expert. Dans le Club des Stratèges, on a fait des ateliers sur l'expertise, sur comment développer son expertise. Hein, pour ceux qui les ont vus, vous vous en rappelez. Euh, c'est important de creuser une thématique pour devenir un véritable expert, pour être capable d'être plus efficace sur le terrain et ensuite vendre plus facilement. Oui, Esteban, c'est mieux de se spécialiser dès le début. C'est mieux de se spécialiser dès le début parce que comme ça, tu commences. Après, on peut arrêter de te spécialiser dans une thématique pour en trouver une autre. Il n'y a aucun souci. Ensuite, il y a, même si vous vous destinez au photojournalisme, et quand on est photojournaliste, officiellement, on n'a pas besoin d'avoir une entreprise. On ne facture pas des photos, on se fait payer en salaire. Du coup, on est, en fait, quand vous bossez pour un journal, quand vous vendez des photos à un journal, le journal est censé, il ne le fait pas tout le temps, mais il est censé vous payer en pige salariale. Donc, c'est équivalent d'un CDI, d'après la loi. Donc, c'est un CDI, mais sans contrat de travail et avec une convention collective qui est différente de pas mal de choses au final. Je ne veux pas entrer dans le détail, c'est de l'administratif, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Mais tout ça pour dire que, en théorie, vous n'avez pas besoin de monter un statut. Vous n'avez même pas besoin d'être auteur photographe. Vous n'avez pas besoin d'être à la GSA, enfin à l'URSSAF du Limousin, parce que vous êtes payé en salaire. Okay. Néanmoins, c'est pas parce que vous n'avez pas une entreprise réelle que vous ne devez pas avoir l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entreprendre. C'est en ayant ce mindset, cet état d'esprit d'entrepreneur que vous allez avancer dans vos projets. Moi, c'est ce qui a marché pour moi, ce qui marche pour pas mal de gens autour de moi. C'est ça, quoi. C'est de réfléchir en termes, réfléchir comme un entrepreneur, quelqu'un qui crée de la valeur, qui va produire quelque chose
c'est des reportages, de la prestation photo, des textes, de la vidéo, pourquoi pas, et qui va le vendre et qui va répondre à une demande. Parce que quand vous êtes photojournaliste, quand vous êtes photographe tout simplement d'ailleurs, vous êtes prestataire de service. Vous n'êtes pas un artiste maudit qui n'écoute que lui et euh, à qui il ne faut pas dire quoi faire, etc. Vous êtes juste un prestataire. Vous êtes là pour répondre à un besoin. Et même le reporter de guerre, hein, quand il part à l'autre bout du monde dans son reportage de guerre, il est là pour fournir ce qu'on va lui demander. Des photos de tel endroit, avec telle personne, etc. Ou de telle situation. Donc il faut avoir l'esprit d'entreprise et se bouger. Et quand on est entrepreneur, on apprend à se bouger assez facilement parce que ça devient vite une question de vie ou de mort. Maria qui dit dans le chat, c'est pas quand même si facile de se spécialiser dans une thématique quand on vient de commencer. Ben, en fait, ça dépend pas de si tu commences ou pas, parce que même si tu te spécialises plus tard, dans tous les cas, tu vas finir par te spécialiser plus tard. Donc, autant commencer tout de suite, tu vois. Se dire, je suis spécialiste dans une thématique, je suis spécialisé, pardon, pas spécialiste, mais je suis spécialisé dans une thématique, ça ne veut pas dire que tu sais tout sur cette thématique. C'est juste que tu te renseignes un maximum dessus. Il y a des gens qui se lancent dans des sujets tout le temps. Il y a des gens qui se trouvent de nouvelles thématiques régulièrement. Effectivement, comme dit David, ce qui marche bien, c'est de commencer par ce qu'on aime. Et ce qui est proche de nous, bien sûr, c'est quelque chose. Être spécialisé dans quelque chose, c'est forcément avoir un intérêt plus ou moins poussé là-dedans, être passionné par quelque chose. Les gens qui sont dans les rédactions, vous avez des spécialistes de l'immobilier, du sport, de la religion, de plein de trucs. Ces gens-là, ils sont ultra passionnés par ce qu'ils font, par ce qu'ils disent. Les gens qui suivent la politique, ils sont passionnés par ça, ils adorent ça, ils adorent aller dans les meetings, ils adorent rencontrer des politiques, faire des interviews, ils adorent l'adrénaline qu'il peut y avoir dans les reportages de ce type. C'est une passion. Et enfin, dernière étape, c'est ne pas rester seul. Donc, ne pas rester seul, c'est-à-dire entourez-vous de gens qui sont comme vous, qui ont un peu les mêmes ambitions que vous. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'esprit de concurrence dans un projet entrepreneurial. Il n'y a que des partenaires potentiels et éventuellement, je vais être un peu vulgaire, mais il y a toujours une petite partie de connards qui sont là juste pour vous mépriser et pour vous empêcher d'avancer, mais c'est leur problème. Voilà, des jaloux, etc. Mais ça, c'est pas forcément le plus intéressant au final. Donc, ne restez pas seul. Entourez-vous de gens. Trouvez-vous un binôme. Rentrez dans une structure associative. Voilà, comme dit Benjamin, rentrez chez Magnum. Très bon conseil. Ou rentrez dans des structures un peu plus abordables. Est-ce que c'est clair déjà à ce niveau-là? Qu'est-ce que je pense des clubs photo? Je pense que les clubs photo, c'est bien, mais plutôt pour les amateurs. Après, pour quelqu'un qui a envie de se lancer, qui est amateur, qui veut se lancer professionnel, c'est un bon début. Mais les gens que vous allez rencontrer avec club photo, en général, c'est des gens qui n'ont pas du tout envie d'être professionnels, qui ne veulent pas vendre leurs photos. Et effectivement, comme dit Arnaud, c'est plus de la photo d'art. Il y a peut-être un peu moins de journalisme, mais je peux me tromper, je ne connais pas tous les clubs photo. Je n'ai pas cette prétention. Il y a peut-être des trucs à trouver là-dedans. Quel a été votre parcours pour vous spécialiser dans les sports extrêmes? En fait, je me suis spécialisé dans les sports extrêmes un peu par hasard, tout comme la défense d'ailleurs, en rencontrant des gens dans ce milieu. C'est-à-dire que depuis tout petit, je fais de la montagne. Je vous raconte ma vie, c'est pas forcément super intéressant, mais depuis tout petit, je fais de la montagne et du coup, je fais des randonnées avec des potes depuis toujours. Et un jour, dans mon groupe d'amis, se sont pointés des gens qui abordaient la montagne différemment de ce que je connaissais. Du genre en mettant un parachute dans le dos et en sautant d'une falaise.
ou en installant une sangle entre deux falaises et il marchait dessus. Et c'est comme ça en fait que j'ai rencontré les gens, que j'ai fait des photos. Et dans les années 2010-2011, j'ai commencé à faire ces reportages-là. Et donc il y a maintenant 10 ans. Et j'étais un des premiers en France à faire des reportages pour la presse qui étaient publiés, on va dire, sur la highline, la slackline. Aujourd'hui, c'est devenu un truc assez trivial. Quand j'ai commencé, il y a peu de gens qui publiaient ces histoires-là. D'ailleurs, c'était très compliqué parce que déjà, j'étais pas très bon en photo, je débutais aussi. Je dis pas qu'aujourd'hui je suis bon, mais je suis un peu meilleur que quand j'ai commencé il y a 10 ans. Et c'était compliqué, j'avais pas les codes pour vendre mes photos. J'avais pas les codes pour entrer en contact avec les rédactions. Et ça marchait pas. Et au final, je me suis formé petit à petit, j'ai testé de nouveaux trucs et ça a fonctionné. Et justement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué une méthode que j'ai développée au fur et à mesure, que je n'ai pas inventée réellement, parce que je me suis inspiré de trucs qui fonctionnaient, des choses que j'ai appris au fur et à mesure, et à force de discuter avec des gens. Et cette méthode, je vais la déployer maintenant. C'est assez simple en fait, c'est en 5 points. Le premier truc, c'est de choisir une thématique de reportage, mais pas que. Il faut aussi choisir ce qu'on appelle un angle journalistique. C'est-à-dire que, mettons, vous voulez bosser sur, par exemple, sur le Covid, sur le vaccin Covid. Ben, le vaccin Covid, c'est une thématique. Ce n'est pas un sujet, c'est une thématique. Si vous voulez traiter d'un sujet comme ça, d'une thématique comme ça, il faut trouver un angle de reportage, un angle journalistique. D'accord ? Par exemple, combien ça coûte le vaccin Covid ? Ça va intéresser la presse économique, peut-être. À partir de quel âge on peut se faire vacciner ? Traiter, par exemple, de la partie qu'est-ce que ça fait quand on est un enfant et qu'on se fait vacciner ? Ce genre de choses. Okay, là, c'est un angle journalistique. Ensuite, l'étape 2, c'est de faire le sujet le mieux possible. C'est de faire un maximum de bonnes images, des images bien cadrées, avec des plans larges, des plans serrés, un certain storytelling. Je ne rentre pas trop en détail parce qu'on va en parler dans les prochains ateliers justement, mais c'est trouver un personnage, trouver des personnages, un personnage principal, des personnages secondaires, un peu comme dans un film, comme dans une série, des cadrages intéressants et faire les photos les mieux possible, quoi. Ensuite, ces photos-là et les informations que vous avez glanées pendant votre reportage, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre sous format PDF dans un synopsis. Un synopsis, c'est un document PDF donc, qu'on peut faire sur Keynote, si on est sur Mac ou sur PowerPoint ou sur InDesign, ce que vous voulez. Et vous allez mettre les meilleures images, vous allez mettre une vingtaine ou une trentaine d'images en fonction du sujet, avec une légende et avec un petit texte de présentation. Et ça, vous allez le proposer aux rédactions. Vous allez le montrer aux rédactions des magazines, des journaux qui potentiellement peuvent acheter. Et c'est là où il faut être intelligent, c'est qu'il faut cibler les rédactions. Il ne faut pas proposer ça à n'importe qui, n'importe comment. Et recommencer. Et cette étape, elle est ultra importante, cette étape 5, parce que la plupart des gens vont s'arrêter à ça. Ils vont proposer une première fois un truc et puis ils vont lâcher l'affaire parce que ça ne marche pas. Parce que ça marche rarement du premier coup et ça marche rarement les premiers coups même. Mais c'est en recommençant encore et encore que ça fonctionne. D'où l'importance d'être quand même un minimum passionné. Alors, parlons des problèmes à surmonter. Le problème du photojournalisme, très concrètement, c'est que c'est un métier qui attire, mais qui fait peur. Et qui demande une solide confiance en soi pour aller vers les autres, dans son reportage, pour aller parler aux gens, les gens qu'on ne connaît pas, sortir de sa zone de confort. C'est un truc qui n'est pas donné à tout le monde, enfin, qui n'est même pas naturel en fait. Il n'y a personne qui est naturellement doué pour faire ça du premier coup. Ça s'apprend au fur et à mesure. Mais il faut se forcer, à un moment donné, il faut se mettre un petit coup de pied au cul et avancer. Ça reste compliqué de se former, d'avoir accès à des méthodes qui fonctionnent, parce que ce n'est pas un truc qui se partage, quoi. Vous n'avez pas beaucoup de gens sur Internet qui vous proposent des formations et encore moins des formations gratuites ou des échanges de conseils gratuits. C'est compliqué parce que ça reste un univers dans lequel il n'y a pas une très grande solidarité, quoi. Pour rester sympa, c'est pas forcément le métier où on se fait le plus d'amis.
ou en tout cas de vrais amis. Malheureusement, même s'il y a des contre-exemples là, il y a quand même une grosse méfiance, il y a quand même une sacrée, une vision assez étriquée de ce qu'est la concurrence ou de ce que sont potentiellement des collaborations. Il y a une forte concurrence, c'est évident, il y a beaucoup de photographes indépendants, il suffit d'aller dans des festivals pour le voir, il suffit de voir, de taper sur Google, de rechercher le nom de photojournaliste, vous allez en trouver beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se lancent régulièrement, il y a beaucoup de photographes indépendants, et malheureusement, il y a de moins en moins de budget et de place dans les magazines. C'est comme ça. Les magazines n'ont qu'un certain volume de pages. Et en plus, comme ça coûte de l'argent d'imprimer du papier et de l'encre, bah forcément, les journaux ont envie de réduire les coûts, de prendre des photos moins chères, de faire des photos plus petites, donc de payer moins cher. L'autre problème aussi, c'est que les écoles photo ne forment pas bien au journalisme, et encore moins à l'entrepreneuriat. Et le pire, c'est même que les écoles de journalisme forment mal à la photo. Moi, je donne des cours dans une école de journalisme, donc je vois un peu le niveau qu'il y a au niveau photo, et le niveau, il est pas loin de zéro, quoi. C'est quand même cool d'ailleurs, parce que du coup, on n'a pas forcément besoin d'être un excellent prof pour y arriver à faire un truc, parce que les gens partent quand même de très loin, quoi. Et je me mets dedans, hein. Quand j'étais en école de journalisme, je faisais des photos de merde, comme la plupart des gens dans mon école d'ailleurs. Pour certains, c'est compliqué de trouver des idées de reportage. Pas forcément simple de trouver des idées originales, de trouver des angles. C'est pas forcément naturel pour tout le monde. Il y en a qui arrivent plus facilement que d'autres. Et ça se travaille. Et c'est encore plus compliqué de trouver un angle. Et le problème, quand on est seul, quand on reste seul, qu'on n'est pas dans une structure ou qu'on n'est pas dans une optique de... Quand on n'a pas dans notre réseau des gens qui sont photojournalistes, qui ne connaissent pas ces problématiques-là, on peut vite se perdre. Parce que ça reste un métier qui n'est pas vraiment compris par le grand public. Si demain vous dites à votre famille ou à vos amis ou aux gens qui vous entourent, demain je quitte mon boulot, je deviens photographe de presse et je vais partir en reportage à l'étranger, je ne suis pas payé tant que je n'ai pas vendu mes photos, ça va être très compliqué de les vendre, donc je ne sais pas si je vais récupérer mon argent. Les gens ils vont vous dire pourquoi tu fais ça, quoi. C'est pas normal en fait. Pour beaucoup de gens, c'est pas normal. Je vous ai dit au début que le photojournalisme, c'est pas la guerre, hein, c'est pas le reportage de guerre, ça reste que 1% du temps. Et ça reste 1% du temps, mais ça reste le truc le plus visible et le plus cool, entre guillemets. Mais c'est parce que c'est là où il y a le plus d'extrêmes et c'est là où on peut mieux comprendre les choses. Et pour donner un exemple, moi, ça m'est arrivé de partir plusieurs fois dans la zone de guerre avec l'armée française. Donc, je suis parti 3 fois dans le Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et à chaque fois que je suis parti et que j'expliquais aux soldats avec qui j'étais, qui eux étaient en mission, donc eux ils sont là pendant 4 mois, ils patrouillent dans le désert avec leurs flingues, et quand ils me posent des questions du genre pourquoi t'es venu, ils doivent super bien te payer tes patrons pour venir ici parce que c'est un peu dangereux, machin, et que quand je leur dis qu'en fait je suis pas payé, que je serai peut-être payé dans quelques mois si j'arrive à vendre mon truc, ils comprennent pas en fait, ils me prennent même pour un con en fait. Ils me disent mais t'es con quoi. Mais ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Malheureusement, malheureusement, je sais pas si c'est malheureux ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un état de fait, c'est que si vous voulez vous lancer dans le reportage de presse, il va falloir produire vous-même. Il va falloir investir de l'argent et du temps, de l'argent parce que le temps, c'est de l'argent, dans des projets. Vous allez devoir vous payer vos billets d'avion tout seul, vos billets de train tout seul, votre matos tout seul, réserver vos hôtels tout seul ou dormir dehors tout seul. Ça fait partie du truc. Il faut engranger des frais pour ensuite espérer vendre des commandes, avoir des commandes ou vendre des reportages et gagner de l'argent. Ça fait partie du truc. Donc, je vous avais dit que je vais répondre à vos questions. Je vois qu'il y a des questions qui sont passées, mais je n'ai pas tout vu. Je prendrai le temps d'y répondre tout à l'heure, vous inquiétez pas. Je vous parlais de l'atelier photojournalisme que je suis en train de faire, qui est déjà prêt. Alors, parlons un peu du plan. Donc, c'est un atelier qui dure... mince, je n'ai pas calculé le temps exact. 1h, 2h, 3h,
heures, un peu moins d'une dizaine d'heures, dans lequel on va apprendre tout ça. On va apprendre à préparer son photoreportage. On va voir ensemble comment trouver des bonnes idées de reportage, comment savoir si ça va être une bonne idée d'ailleurs. On va voir comment se documenter en mode passif pour jamais être à court d'inspiration et d'idées. On va voir concrètement comment ça marche, le journalisme aussi, quels sont les codes de la profession. Moi, ce que j'ai appris en école, et là pour le coup, ça c'est un des trucs que je regrette le moins au final dans mon cursus universitaire, c'est d'être passé par la case école de journalisme pour comprendre comment on écrit un article, comment on trouve un angle, comment on fait une interview, comment on écrit un portrait, comment on ajoute du style dans son écriture. Donc ça, c'est important. Savoir comment fonctionnent les magazines, comment s'adapter pour qu'ils achètent ces reportages et pour éviter de leur proposer des trucs qui ne sont pas intéressants pour eux et leur faire gagner du temps. Parce qu'il y a rien de plus pénible quand on est rédacteur en chef ou iconographe. Là, pour le coup, vu que j'ai créé le magazine DZ et que je fais bosser des pigistes, je le vois aussi tous les jours, il n'y a rien de pire que d'avoir des propositions qui ne sont pas pertinentes, en fait. Ça ne donne pas envie de répondre aux mails, en fait. On dit beaucoup on le voit beaucoup, que les iconos en France ne répondent pas beaucoup aux mails. Ils reçoivent beaucoup de mails par jour et il y a très peu de réponses. Parce que, au final, souvent, l'absence de réponse est une réponse en soi. Si vous proposez un portfolio sur une destination exotique à un journal comme, je sais pas, Les Échos ou Le Figaro, le quotidien, ça n'a pas de sens. Ils n'ont pas de rubrique portfolio. Ils ne vont pas traiter de ça. Donc, il faut faire preuve d'intelligence et proposer des bonnes choses au bon moment aux bonnes personnes. Comment trouver un bon angle avec des exemples précis, comment protéger ses idées et être force de proposition, éviter de se faire piquer ses idées, ça arrive souvent malheureusement, notamment par des rédactions, ça arrive. Comment être sûr de la faisabilité de son projet, comment gérer la logistique, les accès, les sources, comment créer un storyboard. Storyboard, c'est une technique de cinéma pour préparer son reportage. Comment établir un budget prévisionnel, comment réaliser un synopsis pour partir en commande. Comment on fait pour démarcher un magazine, comment préparer son matos, photos et vidéos. Je vous montrerai un peu le matos que j'utilise, le sac, les accessoires, ça aussi c'est important. Comment durer sur le terrain, on parlera même de bivouac. Comment ça marche pour location assurance. Donc ça sera le premier atelier sur la préparation. Il y a un autre atelier sur le photoreportage. Comment on réussit son photoreportage sur le terrain. Donc les principales choses à faire, comment bien gérer son sujet photo, les gens que vous avez en face de vous. Quelles sont les astuces en termes de storytelling pour raconter l'histoire, que ça donne envie en fait d'en savoir plus. Comment on gère son décor, son environnement, comment on gère ses personnages, comment on gère la lumière aussi. C'est un truc qui est important, c'est que la photo, c'est de la lumière. Photographier, c'est écrire avec la lumière. Il y a des techniques pour raconter des histoires en améliorant non seulement son cadrage, mais sa gestion de la lumière. Comment on cadre les photos, je vous montrerai plein d'exemples. Et je vous montrerai des exemples de photos qui ont été publiées. Pas des photos, je ne montre pas mes photos de vacances. Je vous montre des photos de reportage avec les forces armées ou avec des sportifs pour vous montrer que c'est à chaque fois un peu la même chose en termes de cadrage. Il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent moins bien. On parlera de photographie de portrait aussi, mais du portrait de reportage, pas le portrait studio, comment on prend en photo quelqu'un dans un reportage, son sujet, comment on fait le portrait, quoi. Comment donner de la profondeur à son reportage pour que ce soit publié sur plusieurs pages. Quelles sont les images qu'il ne faut pas oublier de faire, ça arrive. Quelles sont les erreurs à éviter pour vendre son reportage, et je vous montrerai ma méthode pour ne jamais passer à côté d'une bonne photo. Donc ça, c'est la partie 2. Et la partie 3, ce sera comment éditer. Donc l'editing, c'est la partie peut-être la plus... une des parties les plus importantes. Je pense que la plus importante, c'est la préparation, mais mine de rien, l'editing reste une des parties les plus importantes parce que c'est tout ce que vous avez sur votre carte SD, il va falloir le transformer en reportage cohérent, intéressant, et pas que en fait. C'est pas juste choisir les bonnes photos et les retoucher sur Lightroom. C'est pas que ça l'editing. L'editing, c'est choisir et indexer. Indexer, ça veut dire mettre des métadonnées dans vos photos. Vos photos, elles ressortiront jamais dans une agence, dans un stock. Même si demain vous bossez pour une agence de presse,
il faudra faire vos propres IPTC. Vous n'allez pas fournir votre carte SD en mode « Tiens, amuse-toi, vends mes photos ». Ça ne marche pas comme ça. Vous allez mettre vos photos sur votre ordinateur, vous allez choisir les meilleures, choisir celles qu'il faut garder, virer celles qu'il faut ne pas garder. Et bien souvent, c'est ça qui est compliqué. C'est plus compliqué de supprimer des photos que de choisir les bonnes. Et ensuite, il va falloir mettre les métadonnées dessus. Donc les mots-clés, une description, une légende, les codes sujets, enfin plein de trucs. Plein de trucs qui, pour le coup, ça c'est un peu plus pénible. Je pense que ceux qui sont dans DR le savent, parce qu'on est chiant avec ça, mais c'est important, quoi. L'idée, c'est que quand un journal a besoin d'une photo pour illustrer, je sais pas, par exemple, la venue de Zemmour à tel endroit à Marseille, par exemple, ben, ils vont taper dans les moteurs de recherche Zemmour, Marseille. Et ce sera pas la meilleure photo qui sera sélectionnée. Ça sera la meilleure photo sur laquelle il y a les mots-clés Zemmour, Marseille. Si vous avez la meilleure photo de tous, mais vous n'avez pas mis ces mots-clés, vous ne serez jamais choisi. C'est ça les IPTC. IPTC, donc, c'est les métadonnées. Oui, j'ai mis Zemmour, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Donc, comment ça fonctionne? Comment les optimiser? Ça, c'est un peu long à expliquer, mais on prendra le temps de le faire dans l'atelier. Comment ça marche pour les banques d'images? Comment réaliser un synopsis complet et efficace qui plaît aux rédactions? C'est-à-dire comment on fait concrètement ce PDF, étape par étape. Comment on choisit la photo qu'on va mettre en double page d'ouverture? Comment on choisit celle qu'on met juste après? Comment on choisit celle qu'on met à la fin? Tout ça, ça se fait pas ça se fait pas au hasard en fait. Il faut réfléchir à tout ça. On parlera aussi du texte, hein, comment on écrit mieux, comment on écrit tout court des fois pour certains. Et enfin, comment on démarche correctement les rédactions. Quelles sont les bonnes pratiques en termes de démarchage par mail, par téléphone ou en rendez-vous. Et quelles sont les erreurs à éviter une fois en rendez-vous pour bien présenter son travail. Parce que bien souvent, malheureusement, c'est au moment où vous êtes face à la personne qui peut acheter vos photos que vous allez faire plein d'erreurs. Plein d'erreurs bêtes que moi, je continue à faire aussi des fois. Par exemple, vous tirez une balle dans le pied en disant que ouais, ce jour-là, vous avez raté une photo, elle était tellement bien, mais vous n'avez pas pu la faire parce que, et là, vous trouvez une excuse. Excuse numéro 32, le mec ne voulait pas, il ne voulait pas enlever son masque, il ne voulait pas être sur les photos, je sais pas, j'étais malade, j'avais mal au ventre, machin. Plein d'excuses dont on s'en fout au final, mais il ne faut pas en parler de tout ça. Donc, plein de petites techniques comme ça pour réussir un rendez-vous. Donc, cet atelier, il va comporter donc ces 3 parties principales, préparer, réussir et vendre son photoreportage. Et j'y ai ajouté 3 bonus en quelque sorte. J'ai apporté des modifications. Donc, certains parmi vous, vous y avez déjà eu accès dans le club des stratèges. Donc, on a fait ça lundi dernier. Et dans DR aussi, vous y avez accès. D'ailleurs, tout ce qu'il y a là, vous y avez accès d'ailleurs. J'ai mis au point une matrice. Alors, je zoome. En fait, j'ai créé une mind map. Ça, c'est une mind map, ce que vous êtes en train de voir depuis tout à l'heure. Donc, c'est des idées notées avec des flèches, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai répertorié quasiment 150 idées de reportage. Il suffit juste de prendre celle qui vous intéresse et la développer, quoi. Et pour que ce soit encore plus facile, je vous ai mis un exemple, une matrice, donc un truc qui va vous générer des idées d'angles. Enfin, pas des idées, mais des angles pour chaque idée. C'est-à-dire que vous allez prendre une idée ici et vous allez la passer au filtre de l'angle pour comprendre comment on fait pour en tirer une idée de reportage qui va fonctionner. Amélie, c'est l'ensemble de l'atelier qui dure un peu plus de 10 heures, à peu près 10 heures, pas chaque partie. Chaque partie, c'est quand même relativement rapide parce que je vais direct au point, quoi. Donc ça, c'est la partie bonus. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je vous ai rajouté des études de cas. En fait, j'ai pris un reportage que j'ai vendu par exemple dans Paris Match ou dans VSD ou dans le Pèlerin, des trucs comme ça. Et je vous explique comment j'ai trouvé l'idée, où j'ai trouvé l'idée, comment j'ai fait les photos sur le terrain. Je vous montre les photos. Je vous parle de quelques difficultés. Il y a des petites anecdotes. Des fois, je sais pas, quand j'ai pété mon boîtier à Tahiti, ça faisait mal. Des trucs comme ça. Et je vous explique, ça donne plein de leçons à ne pas faire. Et oui, c'est préenregistré tout ça. Et il y en a, je crois qu'il y en a 5 études de cas.
et au fur et à mesure, j'en rajouterai quand j'ai une nouvelle publication, j'en rajoute. Donc voilà pour le plan. Tout ça, je l'ai inclus. Je vous mettrai un lien là. Je vais vous mettre un lien dans quelques minutes avant de passer aux questions pour avoir accès à l'atelier. Et je vous mettrai un lien aussi vers le Club des stratèges parce que tout ce que je vous ai expliqué là, c'est déjà disponible dans le Club des stratèges. Le Club des stratèges, c'est un programme de formation que je fais maintenant depuis un peu plus d'1 an, quasi 2 ans maintenant. Tous les lundis, on fait un cours comme ça, sur une thématique. On a fait des cours sur le photojournalisme, mais on a fait aussi des cours sur la photo de portrait, sur le marketing, sur les réseaux sociaux, sur l'entrepreneuriat, sur la productivité. On a même fait un truc sur les crypto-monnaies. En fait, je fais venir des experts, des gens qui savent pas mal de choses sur des thématiques très précises. Donc, par exemple, on a pu parler de blockchain avec un expert dans cette thématique-là. Et dans ce club des stratèges, donc en plus de tous les lundis, il y a un nouveau cours, il y a une base de cours déjà enregistrée qui sont dans ces 4 masterclass. Donc ça, c'est masterclass qui durent pour certaines jusqu'à 40 heures de contenu. Dans celle-ci, il y a 40 heures de contenu. Je n'ai pas fait le total dans toutes parce que comme je rajoute des ateliers toutes les semaines, ça s'ajoute. Un jour, je ferai peut-être le total. Mais en gros, il y a une masterclass sur le journalisme qui vous apprend à écrire. Ça, c'est vraiment cool. C'est ce que beaucoup de gens bloquent sur ça, c'est le fait d'écrire. D'écrire un texte, un article de presse, de retranscrire une interview, de mener une interview, de faire un portrait. Tout ça, ça s'apprend. Il y a des techniques pour enrichir son vocabulaire, sa syntaxe, son style. Donc ça, c'est un masterclass journalisme. Après, il y a un masterclass photographe pro 2.0 dans lequel il y a des cours sur comment on se lance dans la photo, comment on choisit son statut. Il y a des ateliers qui ont été faits notamment avec Joël Verbrugge, qui fait partie du collectif DR, qui est une photographe qui est aussi avocate, qui nous parle de droit d'auteur, droit à l'image, les statuts, etc. Il y a même mon comptable qui intervient là-dedans. Ensuite, il y a un masterclass productivité avec des conseils et notamment une méthode qui s'appelle le plan de 90 jours pour apprendre à être plus efficace. Et enfin, il y a la masterclass entrepreneur dans laquelle vous avez des... en gros, là, on sort du cadre de la photo, on apprend à monter une boîte, à trouver des clients, à définir son prospect, son avatar, etc. À communiquer efficacement sur les réseaux, à envoyer des mails, à faire de la formation, pourquoi pas. Pas mal de thématiques pour gagner de l'argent en ligne, gagner de l'argent avec une entreprise, devenir entrepreneur. Et dans ce club des stratèges, donc, il y a un nouveau cours en direct chaque semaine. Il y a un espace membre dédié. On a aussi un Slack. Donc, le Slack, c'est une messagerie en ligne qui permet de communiquer entre nous, de pourquoi pas se proposer du boulot, s'échanger des contacts. C'est quand même important pour ne pas rester seul. Il y a un suivi personnalisé. Je fais attention à tout le monde. J'essaie de prendre des nouvelles de tout le monde régulièrement pour voir où ça en est. Et la nouveauté de 2022, c'est que on a mis au point, je dis on parce que je ne suis pas tout seul à bosser dessus, des guides en papier. Donc concrètement, ça ressemble à ça. Je vais arrêter le partage d'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un petit guide en papier, donc en spirale, avec des cours. En fait, il y a les résumés des cours et de quoi écrire pour faire des exercices. Donc ça, c'est un truc que j'actualise, qu'on va actualiser tous les ans ou tous les 2 ans. On en fait, là, c'est le code bleu pour Masterclass Entrepreneur. Il y aura le jaune, le vert et le rouge pour les autres Masterclass. Et ça, je l'envoie gratuitement aux membres du club et aux membres des Masterclass. Donc, c'est pas à payer en plus, c'est cadeau. Donc, voilà pour la petite partie sur le club des stratèges. Ce qu'on va faire, c'est que je vais inviter dans la conversation mon ami Vincent, si tu es là, Vincent, pour que tu puisses parler avec moi de DR, parce qu'il y a 2-3 questions, j'ai vu passer dessus, et je vous laisse me poser vos questions dans le chat. Alors, il faut que... Tac. Est-ce que tu m'entends?
Alors, normalement, tu peux. Ouais, ok, je t'entends. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ok. Alors, est-ce que ça marche ta vidéo? Tu peux l'activer? Non. Si. Allez. Yes. Vincent, est-ce que tu peux te présenter aux gens qui ne te connaissent pas ce soir? Mais oui, une encore. Non, je rigole. Mais bien sûr, je m'appelle Vincent Wartner. Moi, j'ai commencé le photojournalisme il y a 15 ans maintenant. J'ai monté, en 15 ans, j'ai monté deux collectifs. Un qui s'appelle Riva Presse, que j'ai quitté très récemment, et le deuxième, Collectif d'air, que Fred m'avait proposé de monter avec lui et que j'ai accepté volontiers. J'ai aussi une double casquette, enfin j'ai une double casquette de photographe freelance et j'ai travaillé pendant 4 ans comme photojournaliste au quotidien 20 minutes, au gratuit. Euh, 20 minutes, je sais qu'il y en a qui doivent sourire, mais 20 minutes, à l'époque, c'était, enfin, je vous parle de ça il y a 5 ans, 6 ans maintenant, c'était un vrai journal d'investigation. Je partais souvent à l'étranger. Il y avait 100 journalistes qui bossaient à Haussmann, dans une énorme rédaction. C'est dommage qu'il y avait cette image, cette image un peu dévalorisée de ce journal, parce qu'il y avait vraiment un vrai travail. Et d'ailleurs, les journalistes de 20 minutes, la plupart du temps, aujourd'hui, vous les retrouvez au Monde, à l'Express, à TF1, enfin, CNews, BFM, machin, quoi. Donc, il y avait vraiment une qualité de journalistique, bon, certes, qui est peut-être moins maintenant parce qu'ils ont beaucoup moins de moyens et la rédaction a un peu maigri, mais en tout cas, il n'y a plus de photographes. En plus, on était quand même 8. On était la dernière rédaction en France à avoir autant de staffeurs. Il y en avait un dans toutes les grosses villes. On était deux à Paris à couvrir politique, news, machin, tout ce que vous voulez. Donc, c'est une super expérience avant qu'on se fasse tous virer par le nouveau, on va dire par les nouveaux actionnaires. Mais bon, c'est comme ça. C'est la réalité du métier. Il n'y a plus de salariés ou quasiment plus de salariés, de photographes salariés dans les rédactions. Ce qui est très bien pour nous parce que du coup, ils cherchent quand même des images et des pigistes réguliers. Donc voilà, donc c'est aussi une piste à creuser quand vous êtes photographe, d'aller faire son trou dans une rédaction, ça peut très bien marcher, quoi. Euh, Sortant de 20 minutes, j'ai repris mon statut de freelance. Et puis, depuis 2 ans maintenant, je bascule plus vers la vidéo. Je continue à faire de la photo, soit en corporate, soit en pige. Je pige tous les mois pour un magazine, mais aujourd'hui, quand je pars en reportage, je pars plutôt en vidéo pour faire du documentaire, en fait. Voilà. Yes. Mm. Et là, tu rentres tout juste d'Irak. Très Mais belle oui, destination d'ailleurs. Très, très charmante en ce temps-là. très sympa, très sympathique. J'adore ce pays. Oui, je suis rentré jeudi d'Irak. Je suis parti 18 jours pour faire un sujet sur la résurgence de Daesh là-bas. Et puis voilà. Donc là, je commence à digérer tous les rushs que j'ai fait et je me lance avec mon petit attaché de caisse, ma petite mallette et mon costume dans mon rôle de commercial parce que c'est bien d'être bon photographe, mais quand on a des notions de commerce, ce que je n'ai absolument pas d'ailleurs, hein, moi je suis très mauvais, là-dessus. Mais bon, il faut absolument pas perdre de vue cette partie du métier qui est forcément pas la plus sympathique parce qu'on se prend aussi des claques hein, sur le boulot qu'on peut présenter. Après, il peut y avoir des bonnes surprises. Mais bon, si vous avez un bon sujet, des bonnes photos, si vous avez bien mené votre synopsis, l'angle est bien travaillé, bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et puis, il n'y a pas qu'un titre en France, il y en a plusieurs. Donc voilà. C'est pas facile, mais il y a quand même des choses à faire. Euh, je te remercie pour cette présentation. Pour répondre à la question que vous êtes plusieurs à poser là, dernièrement, enfin tout de suite, là, c'est comment on fait pour entrer dans le DR. Je vous mets le lien dans le chat de notre site internet. En fait, vous allez sur le site collectif-dr.com, vous tapez /manifeste. En gros, c'est le premier bouton qui est en haut.
qui explique qui on est, quelle est notre vision des choses pour le photojournalisme, quel est notre fonctionnement. Comme je disais tout à l'heure, on est une structure qui n'est pas complètement innovante parce que maintenant on commence à être pas mal sur ce secteur-là, mais on essaie d'apporter notre touche d'innovation au fur et à mesure. On essaie de développer de nouvelles choses très régulièrement. On fait des livres ensemble. On a fait un super livre photo ensemble. À 70 photographes, faire un livre, c'est assez cool. On a aussi notre propre photothèque. On a accès à des outils comme Pixpalace, comme Pixtrack, pour pouvoir éviter de se faire piquer les photos, ou si on se fait voler les photos, récupérer un peu d'argent dessus. On a accès à un carnet d'adresses en commun avec des centaines d'adresses mail et de numéros de téléphone de clients potentiels. Et surtout, ce qu'on fait et ce que font pas, on va dire, les autres structures réellement, c'est qu'on accompagne les photographes. On se réunit une fois par semaine sur des Zooms. Donc là, on a fait ça juste avant ce Zoom, là, il y a 2 heures. Et les gens peuvent nous appeler, nous envoyer leurs sujets, que ce soit des synopsis pour la presse, mais aussi des projets pour des bourses, pour des résidences, pour des appels d'offres, par exemple en ce moment pour la BNF, voilà, ce genre de choses, où l'idée c'est qu'avec Vincent, on essaie d'apporter notre expérience et notre recul sur ce que vous nous proposez, parce que on n'est pas plus intelligent que les autres, on n'est pas meilleur que les autres, mais on est un recul nécessaire sur des idées qui parfois sont pas forcément si bonnes que ça, quoi. Et c'est ça qui est compliqué, hein. D'ailleurs, tous les deux, on le fait des fois, on se soumet nos propres idées ou nos synopses parce qu'on a toujours besoin d'avoir un avis extérieur pour son travail. On n'est jamais le bon juge sur son travail, quoi. C'est clair. Alors, je vois une question intéressante de Photo Immédiat qui demande on peut devenir photographe chez vous. Bah, photographe, le but en fait de DR, c'est de vous permettre d'acquérir les outils pour devenir photographe, mais destiné à la presse. C'est-à-dire que si tu entends par là photographe, on va pas, c'est pas une école de photo d'ailleurs. On va pas vous apprendre à prendre des photos. Il faut que vous ayez quand même un minimum. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont chez DR ont un minimum de niveau, quoi. On peut pas former pour devenir des photojournalistes. On peut pas vous former comme photographe. Enfin, vous voyez, ça serait beaucoup trop compliqué. Et puis c'est pas du tout notre truc, quoi. Donc le minimum, je voyais un peu les critères pour rentrer. Bon, bah, faut avoir envie déjà, parce que quand je vous dis, c'est un métier où il faut s'accrocher. C'est pas facile tous les jours. Ça serait, on n'a jamais dit le contraire avec Fred. C'est pas un métier, ça fait rêver comme ça, mais tous les jours, ça peut, il y a des hauts, il y a des bas, un peu comme partout, quoi. Mais il faut quand même avoir les reins un peu solides, les dos un peu solides. Mais il y a des solutions. C'est ce qu'on essaie de chercher tout le temps, des trucs un peu novateurs pour que justement vos boulots soient le plus visible possible. Mais par contre, si tu sais pas faire une mise au point, si tu me demandes ce que c'est qu'un obturateur, là, ça va être compliqué. En même temps, je ne cache pas que les techniques photo, ça s'apprend pas en 10 ans, quoi. La technique, la base photo, elle est simple. Après, ce qu'il faut, c'est faire du terrain. Mais c'est comme nous chez DR, en fait, on vous donne des bases, mais derrière, rien ne remplace le terrain, quoi. Il faut vous exercer, il faut travailler tout ça, quoi. La photo, c'est pas un truc inaccessible. C'est pas comme si tu voulais apprendre à jouer du violon, quoi. Tu vois, c'est juste que on va vous demander d'avoir des bases parce que on a déjà quand même beaucoup de travail. Vous avez beaucoup de travail quand vous êtes chez DR pour digérer pas mal de trucs. Donc, si en plus derrière, il faut vous donner des cours photo, ce que c'est qu'un flash, comment on le travaille, ça va être compliqué. Après, nous, on a toujours un œil sur les prods. Et si par exemple, on voit qu'il y a un défaut dans la post-prod, trop marqué, pas assez marqué machin, ou des histoires de cadrage, évidemment, on va ramener notre grain de sel parce qu'on est aussi là pour apporter notre expérience là-dessus, quoi. Et on sait ce qu'attendent les rédactions comme image. Donc, s'il y a des trucs à revoir, évidemment, on le fera, quoi. Mais les bases photos, la technique photo, vous n'avez pas besoin de nous pour apprendre ça, quoi. Sérieusement, quoi. Ouais, c'est ça. Les critères, en fait, ce qu'on fait, c'est que on regarde votre niveau photo, on regarde les sujets que vous avez faits, on regarde les portraits photos. Les portraits, c'est important. Euh, Parce que potentiellement, si demain, ça arrive que des rédacteurs nous contactent pour nous demander si on a un photographe ou une photographe présent ou présente à tel ou tel endroit de la France pour faire une commande, pour faire un portrait de quelqu'un ou pour faire un reportage sur telle personne, on a besoin de pouvoir envoyer quelqu'un qui saura le faire, quoi, simplement. Après,
comme l'a dit Vincent, tout ça, ça s'apprend. La technique photo, il n'y a rien de plus simple à apprendre. Ça reste un outil, un appareil photo. Maintenant, il faut du temps et un minimum d'expérience pour apporter de l'âme dans son image, de sa touche, son style. Mais ça s'apprend aussi grâce au journalisme. Le fait de savoir angler un reportage, trouver des idées, être curieux, être un expert dans sa thématique pour savoir qu'est-ce qu'il faut prendre en photo et comment, Mm. c'est énorme. On le voit, de toute façon, il y a des photographes qui sont des photographes amateurs, qui sont d'excellents photographes. Quand on voit leurs images, on se dit putain, c'est super beau. Sur des thématiques parfois très nichées, par exemple, je sais pas, des photos de voitures de course ou des photos de paysages d'une telle ou telle, avec de la pose longue. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on pourrait mettre un photographe professionnel qui bosse pour une agence, par exemple comme l'AFP, Reuters, etc., sur ces thématiques-là. Et ce photographe qui a beau être professionnel et peut-être même mieux équipé que l'amateur, ne pourra pas forcément parfois faire d'aussi bonnes photos. Parce qu'il y a le côté passion et expertise qu'il n'y a pas en fait et qui n'est pas lié au métier ou au salaire ou ce genre de trucs. C'est assez marrant à voir des fois. Mm. Oui, donc photo immédiat, donc je t'appelle comme ça, hein. Tu dis que tu fais des photos de concerts, festivals. Bon, bah voilà, déjà, arriver à faire des photos en concert avec des lumières compliquées qui changent toutes les 2 secondes, machin. Bon, bah déjà, tu dois avoir une technique de base, quoi. Voilà, donc c'est intéressant ça. Je vois aussi une autre photo, une autre question très intéressante d'Isabelle qui demandait si on est chez Otsuka, est-ce que c'est complémentaire d'être aussi chez DR? Alors, Otsuka, ceux qui connaissent pas, vous allez vite connaître quand vous allez mettre le pied dans le monde de la presse, de la photo de presse. En tout cas, moi j'y suis passé, Fred aussi. C'est un collectif qui compte, je pense, aujourd'hui près de 1000 membres. Vous pensez bien que nous, on est, je sais pas, entre 70, 75, quelque chose comme ça. Vous pensez bien que Wilfried, qui tient Otsukas, ne pourra jamais apporter et être disponible comme nous, on peut l'être avec 1000 personnes. Après, il n'y a pas 1000 membres chez NR, enfin chez Otsukas, pardon, qui vont avoir besoin de conseils, tout comme ça. Il y en a qui se sentent très bien. Mais la différence, la grosse différence, c'est le temps qu'on va vous donner, en fait, en vous assistant quand il le faut. Moi, les gens qui m'appellent le matin, le soir, bon, la nuit, évitez quand même. On a tous des vies de famille, mais ça peut arriver sur des trucs d'urgence. Et puis, quand il faut prendre le temps de discuter d'un sujet, de le revoir ou de répondre à 1000 questions, en fait. Vous pouvez demander aux membres de DR. Je pense que la disponibilité, elle est là. Et ça, c'est quelque chose qui est rare et que vous ne trouvez pas dans un autre collectif. C'est parce on se donne aussi cette mission derrière de formation, quoi. Donc, si on n'est pas dispo, si on ne prend pas le temps d'être attentif à ça, ben, c'est qu'on a loupé notre truc, quoi. Mais sincèrement, moi, je pense que depuis 2 ans qu'on existe, on peut être content de ça. Et puis voilà, demander aux membres qui sont actuellement dans DR, euh, on décroche, quoi. Et on fait avancer les choses. Parce que c'est notre rôle, quoi. Yes. Alors, dans les questions que vous avez posées, combien de temps dure en général un reportage à effectuer et combien peut-on gagner avec les journaux? Alors, c'est une question très vaste. En fait, il n'y a pas de temps défini par reportage. En fait, il y a des reportages qui peuvent durer 1 heure à faire, comme d'autres qui vont prendre plusieurs mois, voire plusieurs années à faire. Et ça ne sera pas non plus. Ça ne voudra pas dire que tu vas gagner plus ou moins d'argent avec l'un ou avec l'autre. Moi, ça m'est arrivé de gagner plus d'argent avec un sujet que j'ai fait en une journée qu'avec un sujet que j'ai fait en 3 ans. Donc, ça ne veut rien dire. Maintenant, ça dépend de ton sujet, ton angle, la chance aussi un petit peu, et à qui tu proposes ça. Et après, pour les tarifs, ben, il y a tous les tarifs. Si tu vends des photos sur des stocks ou dans des agences comme SIPA, Abaca, etc., ou dans des agences filaires via des systèmes de collectifs, comme ça peut être le cas avec l'AFP, genre de truc, tu vas gagner quelques centimes ou quelques euros par photo. Alors après, ça reste du revenu passif, donc gagner 1 euro, mais gagner 1000 fois 1 euro, c'est intéressant, quoi. Autant faut-il gagner 1000 fois 1 euro.
Et après, tu vas pouvoir vendre des reportages à des journaux qui vont avoir des grilles tarifaires très différentes. Parfois, une photo en 8e de page dans un journal, ça va s'acheter 50 euros, parfois 200 euros, parfois 500 euros. Une double page photo, ça va valoir parfois 50 euros dans un petit magazine, parfois 1000 euros dans un grand magazine. Donc, il y a tous les tarifs. Et le reportage, c'est ça aussi que j'apprends dans les masterclass que je donne, et c'est ce qu'on apprend aussi aux gens de DR, c'est qu'un reportage, ça doit se penser sur le très long terme et se rentabiliser via d'autres projets, des projets d'édition, des projets de vidéo, pourquoi pas, des projets de texte, des projets de tirage d'art, ou aussi sur le web, en créant un blog. Il y a plein de façons de monétiser un blog. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire pour accéder à ça. Je suis en bac photo, donc je maîtrise bien mon boîtier, la technique. Vaut mieux faire une école de journalisme ou autre, où on peut se lancer directement. En fait, ça dépend le temps que tu as devant toi, ta motivation, ton niveau aussi d'écriture, parce que pour faire du journalisme, il faut quand même écrire un minimum bien, c'est-à-dire pas faire de faute d'orthographe, avoir une syntaxe correcte, avoir un minimum de connaissances aussi sur certains domaines. Oui. Mais c'est pas obligatoire de passer par une école de journalisme. La plupart des journalistes qui sont en poste depuis plus de 20 ans, ils n'ont quasiment pas fait d'école de journalisme tous. Moi, j'ai pas rencontré les seuls journalistes que j'ai rencontrés qui ont fait des écoles de journalisme, j'ai rencontré quelques-uns, c'est des gens qui ont soit mon âge, soit qui ont peut-être 10 ans de plus que moi, quoi. Les vieux, ils n'ont pas fait ça. T'as pas fait d'école, toi, Vincent? Non, je déconne. Tu n'es pas vieux, Vincent. Tu es sage. On en reparle tout à l'heure, Fred, en antenne. Oui, Photomédia, il y a une adhésion pour entrer dans le collectif DR. Il y a une adhésion et tu as le tarif qui est sur la page de candidature. Mais par contre, du coup, pour répondre à Isabelle, on ne prend pas de pourcentage sur les ventes. Nous, de toute façon, on n'est que le relais. C'est-à-dire qu'une rédaction qui va vous publier une photo, si nous préviennent, nous, par notre mail de contact, on vous redirige, mais vous traitez directement avec la rédaction. C'est-à-dire que c'est eux qui vont vous faire une fiche de paie ou une facture ou machin, ça dépend de ce que vous demandez. Mais en général, demandez des fiches de paie, ça sert pour la carte de presse, mais on ne prend pas de pourcentage sur la vente. Ouais. En fait, les membres de DR payent une cotisation pour avoir accès à tous les outils qu'on met en place et à notre temps aussi, passer dessus. Essentiellement ça d'ailleurs. Par contre, ils closent les ventes, quoi. C'est-à-dire que nous, on les aide à générer une vente et c'est eux qui ensuite prennent le bénéfice de tout ça, quoi. Enfin, même le chiffre d'affaires de tout ça. Est-ce que cette partie-là de monétisation par des biais différents des ventes de photos est abordée durant une masterclass? Oui, dans la masterclass Photographe Pro et dans la masterclass Entrepreneuriat, où je donne pas mal de cours sur. On a même fait un atelier sur les banques d'images, sur pas mal de choses. Peux-tu proposer juste le sujet de reportage et partir le faire si seulement il est validé par l'agence? Alors, si c'est nous, quand tu dis l'agence, c'est le collectif DR, non, nous, on n'a pas à valider quoi que ce soit, on donne notre avis. On peut faciliter l'accès aussi en faisant des lettres de mission pour dire que vous faites partie de la structure et que vous êtes un professionnel et du coup, vous avez une lettre de mission, ce que demandent beaucoup de gens aujourd'hui, ou une carte membre. D'ailleurs, on propose une carte membre à nos photographes. Ceux qui n'ont pas la carte de presse, ils peuvent avoir une carte qui n'est pas la carte de presse officielle, mais qui est une carte d'agence de presse. Qui marche très bien. Qui marche très Surtout bien. l'étranger. Elle permet d'avoir. La légende dit qu'elle permet d'avoir un McFlurry gratuit au McDo. Alors, j'essaie de remonter le truc. Hervé, pour la carte de presse, il faut un minimum de revenus mensuels que tu fais avec tes ventes, tes publications que tu as auprès dans les journaux français. Je ne sais plus si c'est. Moi, ça fait 2 ans que je ne l'ai plus. Je crois que c'est entre 400 et 500 euros par mois. Non plus, c'est un Ouais. demi-SMIC. C'est 600 et quelques euros par mois sur les 3 premiers mois pour la première demande et sur l'année pour les prochaines demandes.
mais c'est du brut. Donc, ça va, c'est pas non plus. C'est quand même accessible. Les photographes qu'on fait bosser dans le magazine des aides sont payés en carte de presse et on essaie de faire en sorte de payer assez pour que les gens puissent avoir leur carte. Et il faut aussi avoir effectivement, comme dit Arnaud, 51% de tes revenus dans la presse. Est-ce que les services de est-ce que les services photo de PQR sont ouverts aux demandes de stage? Moi, je t'avoue, la dernière fois que j'ai fait une demande de stage à la PQR, c'était quand même il y a plus de 10 ans. Mais à mon avis, oui, tu dois pouvoir le faire. Et je vous encourage, si vous écoutez, vous êtes en école de journalisme ou en école photo, faites des demandes de stage dans les rédactions. C'est ultra important. C'est non seulement un complément, mais c'est aussi une formation en soi, en fait. Vous allez apprendre énormément. Moi, j'ai énormément appris en bossant pour La Dépêche, en bossant pour 20 minutes avec notre ami Fred Scheiber, avec d'autres gens, d'autres photographes dans d'autres types de presse. C'est comme ça qu'on apprend beaucoup de choses. Non, on ne prendra pas de stagiaire. Enfin, je sais pas. Il y a une question, est-ce que DR prend des stagiaires? La Fred, c'est à toi de voir. Pour le moment, non. Mais peut-être dans l'avenir, plus tard. Mais pour le moment, non. Alors, je sais pas si la carte DR marche bien dans les festivals de cinéma comme Deauville, mais bon, il n'y a pas de raison. De toute façon, si vraiment ça coince au niveau des accréditations sur un événement, vous nous le dites, nous on peut appuyer, bon, sans garantie que ça marche, mais on peut très bien passer des coups de fil pour bien leur faire comprendre que vous bossez pas pour rien. Il faut quand même savoir que nous, nos photos partent sur une base qui s'appelle Pixpalace. C'est là que nous viennent comment dire, chercher toutes les rédactions de France viennent chercher leurs images. Donc en général, c'est une garantie de sérieux, quoi. Ce que détestent en fait les organismes X ou Y, et en général tout le monde, c'est les journalistes indépendants qui font partie d'aucune structure. Ça, c'est un vrai problème, ça. Si vous n'avez pas votre carte de presse et que vous n'appartenez pas pardon, à une structure, là, les portes vont difficilement s'ouvrir pour vous, quoi. Ouais. C'est comme ça, c'est en France. Auriez-vous un conseil à donner pour convaincre des personnes abordées pour un reportage? Je parle notamment de communautés un peu fermées ou méfiantes, alors que vous n'avez pas encore publié, et donc que vous n'êtes pas d'une grande utilité, visibilité. Vas-y, je te laisse répondre. Ah, sympa, merci. J'allais dire, euh, j'allais dire que, bah, je sais pas, quelqu'un a posé la question il y a un petit moment là. J'avais écrit, je crois que le refus pur et dur, ça reste quand même rare. Euh, on dit souvent que la presse, on est des mal aimés, mais en fait, pas tant que ça sur le terrain, quoi. Mais ça se travaille aussi. Il suffit d'avoir la bonne attitude, les bons mots. Le rationnel, ça se travaille. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans ce métier, j'ai commencé à travailler sur les migrants à Calais, sur les Roms, ce genre de thématiques qui paraissent compliquées à faire. Mais en fait, on est assez surpris, quoi. Mais ça dépend beaucoup aussi de votre personne, quoi. Euh, Comment vous évoluez. Faut pas être trop rentre dedans, mais il faut être un petit peu. En fait, voilà. Et ça s'apprend avec le temps, c'est vrai. Mais regardez ce qui passe comme image, comme reportage, comme photo, même des documentaires vidéo. Regardez où les journalistes arrivent à rentrer. C'est quand même assez incroyable, quoi. Donc, il n'y a rien de fermé, quoi. Il faut juste tenter et bien le tenter, quoi. Mais je dis pas que c'est simple. Vous aurez des refus, parfois, ça peut arriver. Mais en général, on est assez surpris, quoi. Ouais. Des fois, il n'y a pas de logique de retour sur investissement de la part de quelqu'un. Des fois, c'est aussi une accroche émotionnelle. C'est-à-dire que quelqu'un vous aime bien, l'humain aime bien l'humain en général. Euh, et des fois, voilà, vous pouvez. La force d'être photographe, c'est qu'en plus, vous pouvez donner quelque chose. Vous pouvez donner les photos. Euh, Moi, systématiquement, j'offre les photos
aux gens que je prends en photo. C'est-à-dire que quand je passe quelques jours ou quelques heures même avec quelqu'un, je prends en photo, la personne me donne son accord pour que je le prenne en photo, me parle, etc. Ben, à la fin, je lui dis, ben, je t'enverrai un lien avec les photos. Bon, il y aura mon nom dessus pour pas que tu les diffuses ailleurs, quoi. Parce que c'est pas non plus, enfin, pour donner une valeur au truc. Mais la personne elle est super contente d'avoir les photos souvenirs du truc. Vous pouvez faire des petits tirages. Des fois, c'est pas mal aussi. Une question rapide, là, enfin facile pour moi, là. Cédric qui demande pour les reportages à l'étranger, la carte de presse était indispensable pour des sujets en zone délicate, conflits, manifs et tout. Non. Moi, je travaille depuis 2 ans sans carte de presse. Et là, maintenant, j'ai la carte du collectif DR. Mais pour vous donner un exemple très concret, là, en Irak, euh, en fait, j'ai acheté une carte de presse un peu touchy, un peu mytho sur Internet parce que c'est toujours bien à voir. Mais la carte DR, en fait, ça m'a fait passer partout, quoi. Euh, J'étais avec un photographe de Magnum. Il a jamais sorti sa carte Magnum. En fait, on sortait toujours ma carte DR et ça passait. Parce qu'en fait, les mecs, ils vous googlisent, ils mettent collectif DR dans Google, ils voient très bien qu'il y a une structure, il y a un site, il y a des gens, quoi. Et ça suffit, en fait, à vous laisser passer, quoi. Tout simplement, quoi. Donc, la carte de presse française à l'étranger, non, c'est pas une obligation. Ouais. Enfin, du moins, peut-être pas partout, mais en général, non, quoi. Parfois, c'est même bien de ne pas l'avoir sur soi parce qu'il y a des endroits où il vaut mieux pas être journaliste. Ça arrive. Bon, en général, vous êtes repéré dès l'aéroport, hein, donc dans les zones un peu tendues, mais bon. C'est vrai. Et évitez de Euh, mentir trop, quoi. Parce que ça peut vraiment vous retomber dessus et là, ça fait mal, quoi. Il y a Alice qui demande, qui avait déjà posé la question, est-ce qu'il vaut mieux couvrir le sujet en ayant prévu à quelle rédaction on va le proposer ou cibler les rédactions ensuite avec le résultat sous les yeux? Ben, la Euh, réponse est un peu dans la question, quoi. Il faut que tu réfléchisses avant de faire les choses, un minimum. Comme ça, tout ce temps-là, tu n'auras pas à l'avoir après à être embêté parce que tu vas te rendre compte que tu pourras pas le vendre, le truc. hmm. Ouais, c'est ce que je t'avais répondu, Alice, hein, je crois, en 2 mots, très rapide. Euh, Vous mettez pas des sujets à faire des sujets, à prendre du temps, à user de l'argent, gâcher de l'argent presque, à faire des sujets qui seront invendables, quoi. Parce que là, ça va vous miner le moral. Il faut pareil, quand vous aurez un sujet, bien identifier la rédaction. Envoyez pas un sujet, je sais pas moi, par exemple à Géoado, un sujet sur un mec qui a 60 ans, quoi. Parce que là, ça va pas coller et ils vont se dire, bah, ce photographe ne connaît pas notre ligne éditoriale, il s'est planté, quoi. Et ça, c'est pas cool. C'est Mm. pas cool pour vous. Donc, ça marchera pas, quoi. Donc, il faut bien identifier la cible et quand vous pensez à un sujet, oui, effectivement, il faut réfléchir en fait à ce que vous ciblez. Et c'est pareil quand on fait un documentaire vidéo. En fait, une fois que vous avez fait votre documentaire, mais même avant, quoi, il faut réfléchir à la case dans laquelle ça pourrait rentrer, quoi. Si vous regardez, si vous étudiez le truc et vous voyez que votre documentaire peut potentiellement passer nulle part parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de case à la télé dans des émissions dans lesquelles il pourrait le passer, bah, ça vaut pas le coup de le faire parce que vous ne le vendrez pas, quoi. Très peu de chance, quoi. Ouais. Euh, Question de Benjamin qui demandait, c'est une bonne question. Est-ce qu'au collectif DR, on a les masterclass gratuites et est-ce que masterclass, c'est pour ceux qui veulent rester seuls? En fait, je vous explique. Euh, il y a deux choses. Il y a le collectif DR et le club des stratèges. Dans le club des stratèges, il y a toutes les masterclass. Dans le collectif DR, il y a une partie de certaines masterclass qui sont liées au photojournalisme. Dans le collectif DR, on apprend aux gens à devenir photographes de presse. On leur apprend, on les aide à diffuser leurs images, on les coach, on leur donne des conseils, on relie leurs sujets, on appuie leurs demandes pour aller sur des reportages et pour vendre aux rédactions et faire du réseau, mais dans un but de vendre du reportage. Dans les masterclass et dans le club des stratèges, on fait ça, mais aussi d'autres trucs, en fait. On fait aussi de l'écriture, du journalisme pur. On fait aussi de la communication, on fait des réseaux sociaux, du marketing, de la stratégie d'entreprise. Et là, le truc qu'on voit ce soir en particulier, qui est cet atelier sur le photojournalisme, il est commun aux deux, en fait.
Donc, les gens de DR y ont accès. Les gens du club stratège y ont accès aussi. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement aux questions, notamment Isabelle qui demandait, quoi. Et on a déjà répondu pour comment on fait pour regarder le travail enfin, pour sélectionner les gens. On regarde ce qu'ils font, on discute aussi avec eux pour savoir s'ils sont dans l'optique de bosser avec des gens en équipe. Enfin, on bosse pas vraiment en équipe tous, mais en tout cas, d'être capable de de se sociabiliser un minimum, puisqu'on se voit aussi en présentiel quand on fait notamment un visa pour l'image, on loue des maisons pour être ensemble, on fait des soirées ensemble, on fait des restos de temps en temps. Voilà, essayer de faire des trucs ensemble. Donc, c'est bien d'avoir des gens qui sont dans ce mood de pas vouloir rester tout seul, quoi. Alors Marc, qu'avant tout, tu poses une question qui est intéressante, c'est sur le drone. Est-ce que avoir suivi une formation certifiée en pilotage de drone est un réel avantage aujourd'hui pour construire un reportage et le vendre? Alors, ouais, c'est toujours un plus, surtout que vous voyez bien qu'il y a de plus en plus de drones en fait dans les reportages. Et si tu as une formation validée en drone, forcément, ça peut t'éviter quand même pas mal de problèmes et tu peux toujours le mettre en avant quand tu vas voir les rédactions en disant que tu es pilote de drone et que tu as des autorisations, tatati, tatata. Parce que c'est rien de pire que de survendre quelque chose, une prestation, et quand tu arrives sur le terrain, tu sors ton drone et là, tu as deux gendarmes qui sortent du bosquet et qui te plantent ton truc, quoi. Là, franchement, tu as l'air con. Donc, avoir la formation drone, pilote de drone, c'est très bien. Savoir planifier et monter comment dire, un dossier pour aller déjà assez et faire tes trucs avant, c'est encore mieux, quoi. Ça sera un gage de sérieux, quoi. Donc, oui, tu peux toujours en parler en disant que toi, tu as les autorisations, tu as ton brevet et qu'ils ils auront pas de problème sur le terrain, quoi. Bah, tous les deux, avec Vincent, on a le télépilote pro de drone. On l'a passé, bon, toi, tu l'as passé il y a plus longtemps que moi. Et, au final, toi, tu as eu l'occasion de bosser en contrat où tu étais obligé de faire tes déclarations à la DGAC, etc. Moi, personnellement, j'ai pas encore déclaré le moindre vol sur Alpha Tango ni rien. Après, je vole très peu, je vole surtout à l'étranger. Et de toute façon, depuis que j'ai craché mon drone au Mali, il a moins volé ces derniers temps. Mais, c'est pas forcément nécessaire. En fait, il y a une question légale, quoi, c'est tout. C'est-à-dire que si demain tu publies une photo dans un reportage, une photo que tu as fait au drone dans une zone où tu n'avais pas le droit de voler, je pense que tu peux être emmerdé. Ton journal peut être emmerdé aussi. Bah, ouais, tu peux être sacrément emmerdé. Et puis, perdez pas de vue que le drone, ça reste quand même un truc qui vole. Même si les petits ils font 1 kilo, bah 1 kilo, mais un drone qui tombe dans la tronche de quelqu'un, bah, attention, faites gaffe. Moi, je sais que, bon, j'essaye d'être toujours nickel là-dessus. Après, on sait très bien que en France, si on suit les règles, on fait pas grand-chose. Donc, moi, je pars du principe que je déclare toujours mes plans de vol. Je fais ça nickel. Par contre, une fois sur le terrain, bah, un coup de regard à droite, à gauche, et vous pouvez faire des trucs qui sont peut-être pas forcément déclarés, quoi. Après, voilà, c'est à vous de voir de placer le curseur de la prise de risque. Mais attention moi, je vous sensibilise surtout sur le fait de vous survendre sur un truc en disant, moi, j'ai un drone, moi, j'ai un drone. Je vous cache pas qu'une fois, il y a un membre de DR qui m'a dit, j'ai un reportage à Paris, je vais sortir mon drone. Bah non, parce que sortir un drone à Paris, c'est hyper risqué, quoi. Vous avez une chance sur deux de pas vous faire gauler. Et là, c'est 900 balles, 200 euros d'amende, je crois, minimum maintenant. Et le drone qui disparaît, quoi. Donc, il y a des coins comme ça, c'est même pas la peine de chercher. Et là qui arrive, vous allez voir des images de drones de Paris, hein, c'est sûr. Après, ça leur risque des périls. Mais par contre, dans un cadre professionnel, faites gaffe, quoi. Moi, Ouais. je le ferai pas. Alors, Antunes, je sais pas si j'appelle bien ton nom, si je prononce bien ton nom, pour répondre à ta question, donc tu dis bonsoir et merci. Je relis pour les gens qui écoutent en replay. Je suis infirmier et photographe depuis 25 ans avec du matos pro. Je tente une reconversion pro depuis 3-4 ans. À ce sujet, j'ai des photos Covid de l'intérieur, Réa USC, faites pendant mes gardes. J'ai contacté du monde, aucune réponse. Personne n'est intéressé ou je ne sais pas me vendre. Une idée, s'il vous plaît, qu'en faire?
En fait, c'est là l'intérêt d'être dans une structure où tu peux diffuser les images, comme dit Arnaud sur Pixpalace ou ailleurs, sur des photothèques, parce que derrière, tu n'as pas vraiment besoin de vendre. C'est juste que ça vend tout seul après. Si c'est intéressant, bien entendu, et si tu as mis les bonnes IPTC. D'où l'importance tout à l'heure d'en parler. Maintenant, il y a un truc aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, quand vous envoyez des mails aux rédactions et que vous n'avez pas de réponse, je vous cite un iconographe, je ne donnerai pas son nom, mais c'est un iconographe d'un grand média en France qui dit qu'une absence de réponse est une réponse. Et c'est peut-être un peu cynique, mais c'est le cas en fait, c'est comme ça. Vous, le premier, vous n'avez pas envie de répondre à des spams ou à des gens qui écrivent n'importe quoi. Ben, c'est comme ça en fait. Si vous ne rentrez pas correctement en contact avec quelqu'un, Mm. ça ne matchera pas derrière. Et si vous n'avez pas les compétences ou que vous n'avez pas j'ai pas envie de dire talent, parce que le talent, ça veut rien dire, mais en tout cas, que vous n'avez pas les bonnes bases techniques pour faire, pour faire les choses correctement, ça ne marchera pas. C'est pour ça que, euh, les- en général, quand les gens n'ont pas le niveau pour entrer dans DR, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les bases techniques nécessaires à répondre à une commande le jour où on les envoie sur un boulot, en général, on leur dit qu'il faut continuer à se former un minimum, à la fois sur la partie photo, mais aussi à la fois sur la partie euh, proposition de sujet. C'est-à-dire partir sur avoir un minimum d'expertise, avoir un minimum de connaissances sur sur l'editing aussi, de présenter son sujet correctement. C'est pour ça qu'il y a aussi cet atelier, un peu plus bas, mais qui vous explique les bases, quoi. Si vous suivez ça, vous avez les bases ensuite pour entrer dans n'importe quelle structure, chez nous ou ailleurs, parce que c'est ce qu'on apprend en école de journalisme. Et du coup, tu dis que tu as contacté du monde. Je ne sais pas qui t'a contacté, en fait, précisément, mais tu penses bien que le Covid, il y a beaucoup de photographes de presse qui ont travaillé dessus et qui ont eu accès à des trucs vraiment de l'intérieur, comme toi, tu as pu voir. Et, mais les journaux, en fait, ne publieront pas des photos de quelqu'un qui débarque comme ça en disant je suis infirmier, je travaille dans, ou alors il faut vraiment un truc complètement exclu de chez exclu. Ça peut être, mais là, sinon, là, ils feront travailler des photographes de presse qui sont identifiés comme tels, quoi. Et donc, je sais pas qui t'a contacté, mais il faut contacter le service photo, il faut contacter les bonnes personnes. Parce que si tu contactes les rédacteurs, ça va pas le faire non plus. Enfin, voilà. Donc, tu avais vraiment très peu de chances de vendre, à moins d'avoir un truc de fou, quoi. Je sais pas, une personnalité, les Bogdanov sous intubé, toi. Et là, tu as vendu ça en loose day à des magazines qu'on lit pas, quoi, parce que c'est trop horrible. Mais tu vois ce que je veux dire, en fait. T'avais aucune chance de vendre ça, quoi. Dans tes photos, même si elles étaient super. Mais il y a trop de photographes qui ont été dans les hôpitaux, qui ont été dans les services de réa, qui ont ramené des trucs balèzes. Et tu peux pas faire le poids, en fait. C'est pas possible. On va prendre deux dernières questions. Donc, posez-nous vos questions. Est-ce que le collectif est destiné aux photographes à plein temps ou est-il ouvert? Je comprends pas la question, en fait. C'est plein de temps, c'est-à-dire. Ah, tu veux dire quoi? Un photographe qui a un autre métier à côté, par exemple? Une autre activité? Ouais, ok. Oui, oui, c'est possible. Il y a des gens qui ont une activité à côté qui est professionnelle, qui leur permet aussi de vivre le temps de se lancer correctement. Donc, il n'y a aucun souci, bien sûr. Bien sûr. On a des gens qui ont une autre activité, hein, et puis, faut pas rêver, mais il y a beaucoup de photographes de presse aujourd'hui qui doivent, qui ont une autre activité, alors soit dans la photo, soit complètement une autre activité. Moi, ça m'est arrivé de faire des boulots qui n'ont rien à voir avec la photo parce que parfois il fallait que l'argent rentre, hein, et puis il y a des périodes de creux, c'est comme ça. Mais il y a plein de photographes de presse qui ont un boulot à côté, quoi. Surtout quand vous commencez. Moi, je sais que
William Keo, qui était chez DR il y a quelques mois et qui est rentré chez Magnum, la première chose qu'ils lui ont dit, c'est: t'as pas plaqué ton boulot, j'espère. Il faut garder un boulot là pour quand tu commences là. Très bien, ok. Et en fait, au début, ils ont tous des boulots à côté, quoi. Parce qu'il n'y a aucune garantie que ça fonctionne. Et comme ils sont en période, entre gros guillemets, d'essai pendant 2 ans chez Magnum, ils veulent pas que, ils préfèrent avoir des photographes ou une activité à côté. Comme ça, ils se prennent pas la tête au niveau financier. Ils avancent plutôt que des gens qui vont dire qu'est-ce que je vais bouffer à la fin du mois. Parce que ça, c'est problématique. C'est très chronophage d'en arriver là, quoi. Ça use beaucoup d'énergie et finalement, ça vous casse, quoi. Donc, et puis, c'est la déprime assurée. Donc, si vous avez une activité là, faut pas la lâcher, quoi. Faut rentrer dans la photo, faut le faire à fond parce que ça demande aussi beaucoup d'énergie. Mais quand vous savez que vous avez un salaire qui tombe à la fin du mois, franchement, c'est quand même plus, enfin, c'est une position qui est quand même plus sympa, quoi. Ouais, c'est clair. Mm. Euh, ok. Comment définir un angle de vue, un angle d'approche pour un reportage? On va pas répondre, c'est trop long. C'est beaucoup trop, ce serait beaucoup trop long de répondre. Mm. Euh, c'est beaucoup trop long de répondre. Je suis désolé, Oli. Euh, et pareil pour le matos. Je vais pas vous montrer mon matos maintenant parce que ça sert à rien. Surtout que j'ai fait plein de vidéos sur ça. Euh, et c'est dans la formation exactement, Arnaud. Comment arriver dans les premiers sur un sujet d'actualité, catastrophe, guerre et pas de semaine en retard? Et ben, c'est en fait, il faut être le premier. Si tu veux être le premier, ce qui est quasi impossible aujourd'hui, parce que il y a des photographes partout dans le monde et qui bossent de chez eux, enfin qui bossent chez eux dans leur pays. Si demain il y a un tremblement de terre à Haïti, euh, il y a un photographe qui est basé à Haïti, qui est peut-être même pas haïtien, mais qui est là, qui habite ici et qui sera là avant toi en fait. C'est comme ça. Maintenant, tu peux toujours essayer d'être le premier. Bah, après, il n'y a pas vraiment 50 solutions. Il faut y aller. Euh, ok. Bon, on a fait un bon tour. Euh, Vous avez les liens dans le chat. Normalement, c'est bon. Je vous renverrai un petit mail pour vous envoyer ça pour ceux qui l'ont raté. Euh, Merci d'avoir été présent. Merci Vincent d'avoir pris le temps de revenir. Ça a été sur le live tout à l'heure et tu es revenu pour qu'on puisse Mais oui, discuter tous ensemble. Euh, du coup, on se donne rendez-vous et lundi prochain pour le prochain live du Club des Stratèges pour ceux qui voudront nous rejoindre et une prochaine pour les autres. N'hésitez pas à nous présenter votre travail, hein, que ce soit mm. pour DR ou pour les masterclass. Voilà, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Euh, Merci à tous et merci Vincent. À bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao. Salut.